La semaine dernière, j'avais publié la première série de 4 vidéos sous forme de 4 arguments dont les vendeurs de formation en immobilier ne te parlent jamais et pourtant qui sont, à mon sens, les plus importants pour te convaincre d'investir en immobilier. Pour connaître mon premier argument, je vous invite à cliquer en haut de cette vidéo pour pouvoir regarder celle-ci. Dans cette seconde vidéo, donc, je vais vous parler du second argument fort qui devrait vous aider à comprendre pourquoi l'immobilier n'est pas qu'une affaire de liberté financière. Le principe de cette chaîne est de vous parler d'immobilier, oui, mais de le faire différemment, c'est-à-dire sans vous parler de devenir rentier, de gagner plein d'argent, de ne plus avoir besoin de travailler ou je ne sais quelle autre promesse alléchante. Je dis juste que j'en ai marre de ce marketing à l'américaine qui promet tout et n'importe quoi pour vendre à n'importe quel prix. Je pense qu'il est possible de former les gens sans les prendre pour des enfants. Et quand je dis sans les prendre pour des enfants, c'est pour rester poli. Venons-en au fait. Vous vous demandez peut-être quel est mon deuxième argument fort par lequel je vais essayer de vous convaincre d'investir maintenant dans l'immobilier. Cette raison est liée à la première, à savoir l'instabilité du monde actuel. Fini l'époque où vous rentriez dans une entreprise quand vous aviez 20 ans et quand vous en ressortiez quand vous aviez 60 ans. Aujourd'hui, avec l'Union européenne et la disparition des frontières, les salariés sont mis en concurrence avec d'autres salariés européens, africains et même asiatiques. Les entreprises délocalisent de plus en plus facilement et en réalité, aucun emploi ne sera à l'abri. Et votre CDI ne vous protégera pas contre les politiques néolibérales en œuvre dans la plupart des pays du monde. Et quand je dis néolibéral, ne croyez pas que c'est un jugement de valeur. Le néolibéralisme est décrit non pas comme une structure de l'économie qui ne se comprend plus à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle du monde entier, mais davantage comme une idéologie dominante qui s'est fixée comme objectif de liquider l'État comme agent de contrôle de l'économie. Et d'autre part, qui favorise l'accumulation du capital, non pas par le commerce et par la production, mais par le prêt bancaire, la dette et la spéculation boursière. Et dans une autre vidéo, d'ailleurs, je vous parlerai de la différence entre l'investissement boursier et la spéculation boursière. Donc, c'est un peu comme si, dans les entreprises, la priorité n'était plus à l'innovation et à l'amélioration du produit pour plaire aux consommateurs, mais à l'optimisation des process au service des rendements financiers et de la valorisation boursière. L'une des conséquences de ce capitalisme 2.0 est la délocalisation. Dans les années 90-2000, seules les entreprises du secteur primaire ou du secteur secondaire étaient impactées, comme l'agriculture, l'automobile, le textile ou l'électroménager. Aujourd'hui, le secteur tertiaire ne fait plus exception. Cela a commencé par les centres d'appel et la saisie de données, mais cela concerne de plus en plus d'emplois et même des emplois à forte valeur ajoutée. Et demain, on peut penser avec ce qu'il se passe avec le télétravail que les ingénieurs, les programmeurs, les designers français seront mis en concurrence avec leurs homologues africains. Et ce n'est pas un fantasme de ma part puisque les salariés américains et anglais sont déjà mis en concurrence avec des prestataires indiens par exemple, parlant déjà l'anglais, écoutant et puisque je vous parlais de logique des coûts, 5 à 20 fois moins cher pour l'entreprise. Un autre sujet qui devrait vous préoccuper est que notre système de retraite est considéré par de plus en plus d'experts au mieux comme un corps malade et au pire comme un boulet dont il faut rapidement se débarrasser. Je vais essayer de vous expliquer très schématiquement le problème des retraites. En 1973, c'est-à-dire après les 30 Glorieuses, on comptait 13 millions de cotisants pour environ 4 millions de retraités. Le rapport était donc de 3 cotisants pour 1 retraité. En 2011, on compte 17 millions de cotisants pour 13 millions de salariés, soit environ 1 retraité pour 1,4 salariés. Cela fait donc 1,4 salaire pour financer une retraite au lieu de 3 salaires pour financer une retraite dans les années 70. Ce qui explique pourquoi depuis des années, les pensions de retraite ont tendance à baisser. Et pour les personnes déjà retraitées, la solution trouvée a été de désindexer leur pension par rapport à l'inflation. Ce qui fait que d'année en année, si vous êtes retraité, vous voyez votre pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. Ainsi, à cause du vieillissement de la population, le nombre de retraités a augmenté de 220%, alors que celui des cotisants n'a augmenté que de 35%. Concrètement, qu'est-ce qui nous attend? D'abord, on voit que le montant des cotisations va continuer d'augmenter d'année en année pour faire face à l'augmentation du nombre de retraités.
Ensuite, on va repousser l'âge de retraite. Il est d'ailleurs prévu qu'il passe à 64 ans, mais ce sera fait sans doute après les élections pour des raisons que vous imaginez bien. Mais on pourrait imaginer que dans les 10 années à venir, l'âge de la retraite soit reporté jusqu'à 70 ans par exemple. Sachez qu'aux États-Unis déjà, l'âge de la retraite est officiellement à 67 ans. Deuxième conséquence, le montant de nos retraites sera nécessairement revu à la baisse. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la destruction des régimes spéciaux. Ça permet à l'État de niveler les retraites par le bas. Et cette situation n'est pas prête de s'améliorer puisque les derniers baby-boomers qui sont nés entre 1960 et 1970 et qui étaient issus de familles nombreuses doivent être remplacés par les générations suivantes qui sont issues de familles où il n'y avait que 2 enfants, voire 1 enfant. Et c'est pourquoi certains parlent aujourd'hui, quand ils parlent de notre régime de retraite, ils parlent de pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que les derniers arrivants, c'est-à-dire nous, pourrions devoir affronter une banqueroute du système. Le troisième élément qui devrait vous encourager à agir rapidement et, si vous le pouvez, à investir dans l'immobilier est la fragilité de notre système bancaire et monétaire. L'être humain a tendance à avoir la mémoire courte. Nous considérons que ce qui n'est pas arrivé dans notre vivant n'arrivera pas. Et lorsque nous faisons des projections du futur, en fait, nous nous appuyons sur nos expériences passées. C'est un biais cognitif qu'on appelle le biais de normalité. Mais il faut se méfier de ces tendances à dire « ce n'est jamais arrivé, donc ça n'arrivera pas ». Et la crise du Covid-19 en est un exemple assez parlant. Qui aurait pu croire, en 2018 par exemple, que toute la population française serait confinée chez elle à cause d'un virus? Et qui aurait pu croire que les Français eux-mêmes seraient devenus favorables à l'instauration de lois restreignant leur liberté de mouvement ou faisant disparaître le secret médical? Est-ce que vous y auriez cru si je vous avais dit qu'en 2022, il faudrait un permis pour pouvoir prendre un café sur une terrasse? Les titulaires de comptes bancaires à Chypre ont dû eux aussi ne pas y croire quand les distributeurs de billets ont tous été bloqués et que l'État chypriote a annoncé qu'il taxerait tous les comptes avec des dépôts de plus de 100 000 €. Les citoyens grecs n'ont pas dû y croire quand leur économie s'est soudainement effondrée, quand en l'espace de 4 ans, ils ont dû faire face à une crise qui ressemblait en tout point à celle de 1929 en France, en Angleterre, aux États-Unis ou en Allemagne. Est-ce que les Grecs auraient pu imaginer que leur pays connaîtrait une baisse de 30% de sa production industrielle? Est-ce que les Grecs auraient pu imaginer que le PIB de leur pays chuterait de plus de 25%? Est-ce qu'ils auraient pu ne serait-ce qu'imaginer qu'une entreprise grecque sur 3 allait disparaître? Est-ce qu'ils pouvaient imaginer ou est-ce qu'ils s'étaient préparés à une baisse de 35% de leur pouvoir d'achat? Est-ce que les retraités avaient imaginé que leur pension serait divisée de moitié? Est-ce que les salariés s'attendaient à ce que le nombre de chômeurs soit multiplié par 3? Alors oui, la France n'est pas la Grèce. Nous sommes la 7e puissance économique mondiale. Mais que cela ne nous pousse pas à l'orgueil dans le sens où aucun pays, pas même les États-Unis, l'Angleterre, la Chine même, ne sont à l'abri d'un effondrement économique ou monétaire. Oui, notre génération n'a pas connu de grande dépression économique comme la génération précédente. Mais nous ne devons pas pour autant ignorer que notre économie et notre système financier en particulier sont moribonds depuis 2008. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas dans la même situation qu'en 1929, c'est uniquement grâce à l'intervention de la BCE et de la Fed qui ont massivement imprimé des billets pour maintenir l'économie sous perfusion. Sans rentrer dans les détails sur ce sujet complexe, le bilan de la BCE est passé entre 2006 et 2020 de 1 000 milliards d'euros à 7 000 milliards d'euros. Clairement, si les banques centrales n'étaient pas intervenues, nous ferions face à une crise économique et financière sans doute historique. L'émission massive de monnaie a malheureusement de nombreuses conséquences néfastes, qui sont autant de risques qui planent aujourd'hui sur nos têtes pour les années à venir. Cela fragilise évidemment la crédibilité de l'euro et du dollar sur le marché international des monnaies. Mais cela provoque aussi une baisse de la valeur de ces monnaies. Cela entraîne progressivement une augmentation des prix des matières premières parce qu'il faut plus d'argent pour payer la même quantité de produits, tout simplement parce que l'euro
et le dollar n'ont plus la même valeur pour les producteurs de matières premières. Cela favorise aussi l'émergence de bulles spéculatives au niveau du marché des actions et au niveau du marché de l'immobilier, qui sont considérées comme deux valeurs refuge. Et enfin, cette inflation vient grignoter l'épargne des Français qui laissent leur argent sur leur compte en banque. Alors oui, notre économie et notre système financier sont encore stables apparemment. Mais est-ce que les banques centrales vont pouvoir éternellement continuer à colmater des fissures de plus en plus nombreuses et de plus en plus grosses avec du ruban adhésif? Comme je l'avais expliqué lors de ma première vidéo, il ne faut plus considérer l'immobilier, en tout cas selon moi, comme un business réservé à des personnes riches ou désireuses de devenir rentières, c'est ce qu'on entend beaucoup sur Internet, mais il faudrait considérer l'immobilier comme une assurance tangible sous forme d'un logement. Le monde est entré dans une période de transition. Une transition, c'est toujours difficile, car c'est une période charnière de destruction d'un ancien système et de construction d'un nouveau système. Il est donc difficile de prédire ce que sera le nouveau système. Et évidemment, certains ont mis en place des plans, des scénarios. C'est par exemple ce qu'a essayé de faire Klaus Schwab dans son livre The Great Reset. Mais au final, l'histoire nous apprend que le futur échappe toujours aux prévisions des experts. La question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous préparer à ce grand changement de paradigme économique et financier qui nous fonce dessus un peu à la manière d'un camion remorque de 38 tonnes. Je t'en supplie, fais un effort. Lève-toi et sors, nom de Dieu, viens. Pouvons-nous continuer à faire comme si de rien n'était alors que tout est en train de changer autour de nous et à grande vitesse? Pouvons-nous continuer à mettre nos vies entre les mains de notre employeur actuel en ne comptant que sur notre salaire comme source unique de revenus? Personnellement, dans un monde aussi complexe et aussi instable, qui plus est gouverné selon des impératifs financiers, je pense que s'intéresser à l'immobilier en tant qu'actif tangible et relativement résilient face aux crises économiques me semble être non seulement une bonne idée, mais surtout un impératif stratégique en ces temps de plus en plus incertains. Donc voici la question à laquelle j'aimerais que vous répondiez dans les commentaires. Avez-vous un plan pour faire face aux 10 prochaines années? Si oui, quel est-il? Ou alors dans quoi allez-vous investir? Ou investissez-vous déjà? Et si vous n'investissez pas, pourquoi ne le faites-vous pas? J'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je ne fais que partager une opinion personnelle. Et si comme moi, vous considérez que l'investissement immobilier ou le fait de devenir propriétaire n'est pas juste un moyen de devenir riche ou rentier, mais un moyen de vous protéger, une forme en quelque sorte de self-défense, eh bien, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous et bien entendu à vous abonner à cette chaîne. Et j'espère que vous serez toujours là pour écouter mon troisième argument, donc ma troisième vidéo qui va paraître la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, salut.